Le parcours de soins, la première personne, vous l'avez compris, hein, avec ma Marguerite, là, avant de parler de TDAH, la première personne à voir, c'est le médecin de famille. C'est lui, et ils font des efforts de formation, ils sont tous formés maintenant, ou pratiquement tous. À ça, je fais un webinaire par semaine, par exemple, avec des médecins de toute la France par rapport à ça. Donc, c'est le médecin de famille qui est capable de dire il faut peut-être chercher plutôt du côté d'une maladie génétique, il faut regarder si on lui fait un QI, il faut regarder s'il n'a pas des TOC, etc. Et ensuite, quand le médecin de famille, et d'ailleurs, vous avez vu les recommandations de l'HAS, c'est le médecin de proximité doit être informé. C'est pour ça qu'il y a des recommandations actuellement de l'autorité de santé pour qu'on fasse des formations comme ça aux médecins. J'en fais toutes les semaines. Et une fois qu'il y a, après, là où c'est compliqué, c'est que maintenant, ils font le diagnostic et qu'après, il faut trouver un spécialiste qui puisse prescrire. Ça s'est quand même simplifié terriblement depuis 2 ans, puisque depuis septembre 2021, avant, il fallait aller à l'hôpital. Et depuis septembre 2021, le pédopsychiatre, le pédiatre ou le neurologue en libéral peut prescrire. Et là, ça a quand même élargi le champ, même s'il n'y en a encore pas assez. Mais normalement, le psychiatre de CMP a le droit de prescrire. Le pédopsychiatre en ville a le droit de prescrire. Sauf qu'ils ne sont pas assez informés, qu'ils n'osent souvent pas. Mais on est en train de les former. Alors, ça se voit toujours. Oui. Ça se voit toujours. Plus il est intelligent, plus il va pouvoir compenser. Mais pour répondre à ta question, 15 points de différence. Si tu as un verbal à 130 et une mémoire de travail à 115, 115, c'est normal fort. Hein. 130, c'est au potentiel. Il y a un problème. Donc, à partir de 15 points de différence, tu te poses la question. Ça ne veut pas dire que tu vas lui donner le traitement, et tu dis, ah, là, il faut faire. Et là, ça vaut la peine d'aller gratter, de demander peut-être des tests d'attention, d'aller voir plus loin ce qui se passe, de remplir les questions, les chefs de commerce. Maintenant, il y a plein de gamins qui ont 15 points de différence et qui n'ont pas de soucis. Mais s'il y a des mots à l'école, des mots sur le comportement, que les notes ont baissé ou qui fait des fautes bêtes, là, ça vaut la peine d'intervenir. Alors oui, bien sûr, mais normalement, pour le diagnostic de TDAH, on doit éliminer une déficience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une déficience, on ne parlera plus de TDAH. On dira qu'il a un trouble d'attention dans le cadre d'une déficience. Mais là où votre question est pertinente, à une époque encore, il y a 10 ans, on disait on ne va pas traiter un enfant qui bouge parce qu'il est déficient, alors qu'en fait, il y a plein d'enfants qui ont une déficience intellectuelle globale et centrée particulièrement sur l'attention et la concentration, et on traite et ça marche bien. Ça marche même très bien. Est-ce que des enfants qui sont très très calmes bébés, mais qui d'un coup, vers l'âge de 18 mois, deviennent de vraies tornades et que ça dure dans le temps, dans les années, peut être TDAH ou ça c'est complètement. Il y a beaucoup d'enfants pour lesquels le TDAH s'est révélé uniquement à l'âge de la marche. Donc, si l'enfant il a appris à marcher à 14-16 mois et que d'un seul coup, c'est une tornade, oui, c'est le TDAH. TSA et TDAH, on peut se poser les mêmes questions, les possibilités d'avoir une erreur de diagnostic. Ben oui, c'est vrai. Et ça, c'est assez moderne de dire ça. A priori, ça ne se ressemble pas. TSA, trouble du spectre autistique et TDAH. Sauf que, eh bien, parfois, je me demande si je suis un peu autiste, hein, parce qu'on ne tient pas compte des conséquences. On a parfois l'impression, les gens autour de nous peuvent avoir l'impression qu'on n'a pas les codes sociaux. On oublie de dire bonjour, on oublie de remercier, etc. Sauf qu'après, on se rend compte, dans l'après-coup, on se dit, mais j'aurais dû. Ça, c'est le côté TDAH. Alors que les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, un TSA, ils n'ont pas les codes et ils ne comprennent pas tant qu'on ne leur a pas appris les codes. Donc, c'est différent. Oui, c'est une très bonne remarque. Sauf que le test de Conners vous renseigne tout de suite. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un haut potentiel et pour lequel on n'a pas eu conscience de son haut potentiel et il n'a pas d'aménagement à l'école pour son haut potentiel, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Imaginez, j'en ai vu un encore aujourd'hui, j'en ai vu une dizaine aujourd'hui. J'en ai vu un aujourd'hui, la mère me dit, il a 5 ans, il sait lire depuis la moyenne section de maternelle. Mais il ne le montre pas, parce qu'il ne veut pas être différent par rapport aux autres. Et il s'ennuie, il n'a qu'une envie d'apprendre. Et ce gamin, quand on va lui faire sauter une classe, il n'aura plus le TDAH, enfin l'impression de TDAH. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, si c'est un enfant qui a, on peut avoir des symptômes de TDAH alors qu'on est à haut potentiel, mais ces symptômes, on les a qu'à l'école. Et la mère vous dit, il a 5 ans, il est en maternelle, la médecin scolaire, la psychoscolaire, l'enseignant dit pense qu'il est TDAH, c'est pas possible. Il rentre à la maison et il lit tout Harry Potter. Jamais vous avez un TDAH
et qu'il reste 1 heure sur un bouquin. Ce n'est pas possible. Donc, oui, votre question était pertinente. On peut très bien donner l'impression d'avoir un TDAH parce qu'on a un potentiel, mais on l'a que dans les situations où on s'ennuie. Non, non. Si on a fait le diagnostic de HPI et de TDAH, ça veut dire que dans le test, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte a réussi les épreuves d'intelligence pure et a chuté les épreuves qui demandaient de l'attention et de la concentration. Donc non, il n'y a pas de possibilité. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que la coexistence du haut potentiel et du TDAH peut masquer totalement et le haut potentiel d'ailleurs et le TDAH. C'est-à-dire que ce TDAH ne saute pas aux yeux, ne paraît pas au premier plan, alors que pourtant il existe et qu'il risque de ressurgir plus tard. Non, donc ça, c'est la force des tests neuropsychologiques, c'est que quand le test d'attention montre qu'il y a un TDAH, c'est qu'il y est. Mais tous les TDAH n'ont pas un traitement, Dieu merci, d'ailleurs, parce qu'il y a 4 à 5 de TDAH, donc ça fait plusieurs centaines de milliers d'enfants, et ils n'ont pas tous la Ritaline. Il y a plein de TDAH qui n'ont pas besoin de Ritaline, et qui s'en sortent très bien sans Ritaline, en particulier les plus intelligents. Mais ça vaut la peine de le savoir, parce que si un jour, parce qu'elle arrive en seconde, je disais tout à l'heure, où le gamin il arrive en prépa, et on va lui demander beaucoup plus d'efforts, alors que jusqu'à maintenant, jusqu'en terminale, il a réussi au talent, et que là, on lui demande dans la prépa, il ne peut plus réussir au talent, il faut qu'il travaille, et qu'on sait qu'il avait un TDAH, c'est jamais trop tard pour commencer le traitement. Eh bien, tu as tout à fait raison, ma grande. On peut très bien être persuadé qu'on a un TDAH et puis avoir fait des efforts parce qu'on est intelligent et que pendant le test, le TDAH ne soit pas apparu. Et ton médecin, il sait que le diagnostic de TDAH, il se fait beaucoup plus sur ton observation, sur ce que tu vas raconter, que sur le test. Le test, c'est un outil qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas sur le test qu'on fait le diagnostic. Donc, si tu penses que toi ou quelqu'un auquel tu penses, quelqu'un de ta famille ou un copain a un TDAH, ce n'est pas parce que la neuropsy a dit qu'il ne l'avait pas qu'il ne l'a pas. Et qu'à ce moment-là, il peut avoir le médicament. Il faut trouver un… Tout le monde sait que le diagnostic, c'est un diagnostic donc médecin qui connaît bien le TDAH et qui va être capable de dire, il va mettre, je le fais régulièrement dans le courrier, qui va mettre, même si les tests neuropsychologiques n'évoquent pas un TDAH, le TDAH est indiscutable et nécessite les aménagements pédagogiques. Et aussi bien, ce n'est pas un neuropsychologue qui signe le dossier MDPH, c'est le médecin. Donc, le dossier MDPH qui est indispensable pour avoir les aménagements, enfin l'AVS, l'ordinateur ou d'autres choses, eh bien, il va être rempli. C'est un dossier médical. Donc, il faut trouver un médecin dans un centre de référence qui connaît bien le TDAH. C'est non seulement possible, mais c'est extrêmement fréquent. Donc, je vous remercie pour cette question. La question est, est-ce que le diagnostic, finalement, on peut faire un test neuropsychologique? On parle d'un test neuropsychologique, voir boule avec les machins. On fait faire un test neuropsychologique pour évaluer l'attention, la concentration, la programmation. Est-ce que c'est possible que la neuropsychologue dise il n'y a pas de TDAH, pas de TDA, et qu'elle l'ait quand même? C'est ça votre question. C'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est pour ça que, même si j'adore les neuropsychologues, j'aime beaucoup travailler avec elles, je ne tiens pas compte d'une réponse qui éliminerait le TDAH si ce n'est pas en lien et ce n'est pas en harmonie avec ce que j'observe cliniquement. Pourquoi? Alors, en revanche, si la neuropsychologue dit c'est effondré, l'attention divisée, c'est-à-dire regardez faire plusieurs choses à la fois, l'attention soutenue, si elle me dit ça, j'y accorde beaucoup d'importance. Mais si elle me dit non, il n'y a pas de TDAH, et même dans mon service, il y a pas mal de neuropsychologues qui disent je ne vois pas de trouble de TDAH, mais on n'est pas dans des conditions écologiques. Je suis seul avec une neuropsychologue, seul dans une pièce blanche où il n'y a pas de distracteur. La neuropsychologue est bienveillante. J'ai envie de faire de mon mieux. Elle va me garder 1h30. Je peux faire illusion pendant 1h30. Donc, oui, j'ai des tas de diagnostics qui ont été éliminés de TDAH alors qu'elles l'ont vraiment. Il faut être très prudent. Surtout si l'enfant cumule le TDAH et le haut potentiel. C'est très piégeux. En revanche, si elle cumule le TDA et le haut potentiel, quand vous faites le test de QI, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le même test que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu que ce n'était pas effondré les épreuves attentionnelles, mais il y a 15 points de différence entre les épreuves verbales et non verbales et les épreuves attentionnelles. Sauf que la psychologue qui n'a pas l'habitude vous dirait mais oui, mais regardez, la mémoire de travail et les tests de traitement, elles sont dans la norme. Oui, dans la norme, mais pas dans sa norme. Et que quand vous n'avez pas des compétences attentionnelles qui sont
en phase avec vos vraies compétences, vous avez un TDAH. Et là, la Ritaline est magique. Non, non, tout est possible. Ce n'est pas aussi classique, aussi manichéen que ça. Et puis, c'est possible aussi que, comme je vous le disais, ils sont très maîtresses dépendants et qu'il y ait des maîtresses qui aient trouvé le bon ton et la bonne distance avec lui et que ça n'explose pas sur le test de Conners alors qu'il a vraiment un TDA. Donc, oui, bien sûr qu'il ne faut pas être aussi tranché. On ne peut pas éliminer un TDA parce qu'il ne l'a pas de partout. Interrogeons-nous pourquoi, avec cet enseignant-là, il n'y a pas un score qui est élevé. En général, je vais vous dire, c'est des enseignants qui sont elles-mêmes concernés par ça, qui ont connu, qui en ont à la maison ou qui ont eu des enfants TDAH auparavant et qui savent spontanément comment les gérer et qui ont du coup ont un seuil de tolérance qui est beaucoup plus élevé.